Gaulle n'était pas respectable, il est devenu parce qu'ils sont restés fidèles à leur rêve de jeunesse. Et c'est ce que je voudrais que le Parti québécois fasse. Dans l'esprit de plusieurs, le monde serait dirigé par le pouvoir des mots. Il est vrai que depuis des siècles, les discours, ou ce qu'on pourrait appeler la force des mots, marquent nos sociétés. The promised land. Chose the moon as our new frontier, and a king who took us to the mountaintop and pointed the way to the promised land. Yes, we can adjust. Tant de discours ont soulevé les foules, emporté des peuples vers de grands projets, de grands rêves, mais aussi parfois vers de grands drames, vers le côté sombre de l'homme. Und ihr müsst euch in den Gehorsam üben. Wir wollen, dass dieses Volk einst friedliebend und aber auch tapfer ist. Und ihr müsst friedfertig sein. Mais comment comprendre cet étrange pouvoir des mots? Comment expliquer qu'un ensemble de phrases, d'intonations puisse provoquer chez ceux qui les écoutent des sentiments aussi puissants? Los revolucionarios somos y seremos siempre. Les mots ont-ils un pouvoir en eux-mêmes? Et ces mêmes mots, d'où proviennent-ils? Ceux qui les portent en sont-ils les auteurs ou tout simplement d'habiles messagers? That's how this thing started. It shows you what one voice can do. Barack Obama, le 44e président des États-Unis. And if a voice can change a room, it can change a city. And if it can change a city, it can change. C'est celui que l'on considère actuellement comme l'orateur le plus accompli, le Cicéron des temps modernes. It can change the world. Virginia, your voice can change the world tomorrow. Le Wall Street Journal a attribué sa victoire à la puissance de ses mots, à sa force de persuasion, au charisme qu'il a eu sur les foules. Ce phénomène de rockstar du verbe, cet impact puissant, presque paralysant des mots sur les masses, n'est pas un phénomène nouveau. Voici comment un hebdomadaire américain décrivait un jour l'impact qu'un orateur venait de provoquer sur la foule. Des femmes s'évanouissent devant cet orateur enflammé qui livre un discours avec une éloquence magique. Chacun de ces mots sort chargé d'un courant puissant d'énergie, soulevant la fierté de la nation. Le magazine s'appelle Newsweek, l'année 1936. L'orateur, Adolf Hitler. Als unsere Partei gerade 7 Mann hoch war, sprach sie schon 2 Grundsätze aus. Erstens, sie wollte eine wahrhaftige Weltanschauungspartei sein. Und zweitens, sie wollte daher kompromisslos die einzige Macht und alleinige Macht in Deutschland. Adolf Hitler est l'orateur vedette à cette époque. La guerre n'est pas commencée. L'expérience du national-socialisme suscite l'enthousiasme du peuple allemand. Une expérience qui est d'une certaine façon soulignée à l'étranger. Le magazine Time choisit d'ailleurs Hitler comme homme de l'année en 1938. Hitler, c'est un orateur particulier, hors série. Il était provocateur, il voulait choquer l'auditoire, mais surtout de les mettre au pas, dans le sens militaire du terme. Lui, il s'est considéré les tambours de l'Allemagne. Et les tambours de l'Allemagne, c'est comme une cloche, c'est comme un tocsin. C'est vraiment ce qui va créer une résonance et qui va être capable de faire, et j'imagine que dans la tête d'Hitler, il y avait ces côtés un peu militaires, qui après il a développé, c'est de faire marcher l'Allemagne, de la faire reconquérir la fierté. Adolf Hitler est en effet passé maître dans le dosage qu'il fallait mettre dans un discours entre les mots et les gestes. Il examinait avec un souci les photos que prenait en privé son photographe personnel de ses exercices de tribun. Encore aujourd'hui, il est le personnage le plus étudié dans le monde pour ses discours.
Et là, on est pris aux tripes. Et c'est là la question du discours politique à un moment donné. Être pris aux tripes, ça veut dire être saisi par l'émotion qui transmet l'orateur. Pour le Britannique David Crystal, une sommité internationale dans l'étude du langage, c'est dans l'intonation qu'Hitler puisait sa force. Hitler was exactly the same as Churchill in this respect, using the intonation of the voice and the loudness of the voice. If you marked it up musically, what you would see in Hitler is fortissimo, 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 fortissimo. In Churchill, there's more piano and then forte, you know, that sort of thing. Hitler is very difficult to listen to nowadays because I think that kind of style of speech-making is considered to be too aggressive for most audiences' ears. But in the climate of his time, of course, that's exactly what the audience seems to want. So Hitler is a very good example. Castro is another one. Así entiende nuestro pueblo sus deberes, porque entiende que el enemigo es uno, el mismo que nos ataca a nosotros en nuestras costas y en nuestras tierras, el mismo que ataca a los demás. Y por eso decimos y proclamamos que con combatientes cubanos podrá contar el movimiento revolucionario en cualquier rincón de la tierra. And in Castro, everybody would notice straight away the R, the rolled R of Spanish, becoming 2 or 3 seconds long, like that, revolucionario, and all this sort of thing. He does this all the time, and it's a very clever rhetorical effect because it really punches that word into your consciousness. That's the word you remember at the end of the speech. Si la résonance des mots est importante, la façon de le dire l'est tout aussi. John F. Kennedy, un orateur nouveau genre, va conquérir les foules. I'm asking each of you to be pioneers towards that new frontier. My call is to the young in heart, regardless of age, to the stout in spirit, regardless of party, to all who respond to the scriptural call, be strong and of good courage. Kennedy, c'est aussi des mots qui dérangent. Today, there are Negroes unemployed 2 or 3 times as many compared to whites. Inadequate education, moving into the large cities, unable to find work, young people particularly out of work, without hope. Dans les années qui suivent, d'autres discours se font entendre pour mettre fin au racisme et à l'inégalité entre les hommes. Un autre grand orateur vient de prendre la relève. One day right there in Alabama, little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls as sisters and brothers. I have a dream. Si ce discours a imprégné l'histoire, un autre a marqué profondément notre mémoire collective, celui du 3 avril 1968. Martin Luther King fait alors un discours prophétique, des mots qui précèdent le destin. Like anybody, I would like to live a long life. Longevity has its place. But I'm not concerned about that now. I just want to do God's will. And He's allowed me to go up to the mountain. And I've looked over and I've seen the promised land. I may not get there with you, but I want you to know tonight that we as a people will get to the promised land. So I'm happy tonight. I'm not worried about anything. I'm not fearing any man. Mine eyes have seen the glory of the coming of the Lord. Le lendemain, Martin Luther King meurt assassiné.
68, c'est aussi une autre page de l'histoire qui s'écrit en France. Les jeunes sortent dans les rues pour contester la société traditionnelle. Les mots sont porteurs de nouveaux courants, de nouvelles libertés. Au pouvoir, c'est le général Charles de Gaulle. C'est un leader respecté. Il sait convaincre. Il va alors tenter de régler cette crise. À travers la guerre civile, aux aventures et aux usurpations les plus odieuses. Ce sera toutefois peine perdue. Son message, ses mots, ne passent plus. Il démissionne. La France perd alors non seulement un président, mais aussi un de ses plus brillants orateurs. Un homme qui, dans le passé, avait par la force de ses mots rallié tout un peuple. Paris martyrisé, mais Paris libéré. Le peuple n'a de relation avec le dirigeant que par les mots. Le lien, il est fait par les mots. Et mon modèle a été le général de Gaulle, de ce point de vue-là. Comment le général de Gaulle, isolé, d'abord à Londres, mais aussi pendant la traversée du désert, avant de revenir au pouvoir en 58, a réussi à toucher les cœurs, toujours par des mots. Et ce qui est passionnant chez le général de Gaulle, c'est sa capacité au fond, de pulvériser la frontière entre les actes et les mots. Vous savez, on dit assez d'actes des mots ou assez de mots des actes. Mais pour de Gaulle, c'était tout un mot, une phrase, une parole était un acte qui entrait dans l'histoire. Et l'histoire, le général de Gaulle l'avait marqué profondément au Québec, avec des mots qui allaient faire époque. De son magnifique accueil, de son accueil français. Vive le Québec libre! À la fin des années 60, le Québec vit aussi de profonds chambardements sociaux. Le nationalisme explose, de nouveaux leaders émergent. L'un d'entre eux, Pierre Bourgault, un orateur qui sait galvaniser les foules. Pour les idées. Ho Chi Minh n'était pas respectable, il est devenu. Castro n'était pas respectable, il est devenu. De Gaulle n'était pas respectable, il est devenu parce qu'ils sont restés fidèles à leurs rêves de jeunesse. Et c'est ce que je voudrais, que le Parti québécois fasse, rester fidèle aux rêves qui l'ont enfanté. Ce qui fait la force de Bourgault comme orateur, vous allez peut-être trouver ça étrange, mais c'est l'intensité de son regard. Bourgault avait un regard qui captivait son auditoire et c'était accompagné d'une gestuelle très expansive. Et il avait aussi, dans l'efficacité de sa communication, au-delà, si vous voulez, de l'aspect langage corporel, il y avait la force de son argumentaire. Bourgault est un homme, un tribun extrêmement logique, structuré dans sa pensée. Et je pense que c'est ce qui faisait l'attraction qu'il exerçait sur le public, parce que en l'écoutant, on se sentait plus intelligent. On a institutionnalisé notre statut de minoritaire. Et tout de suite après, commencent les grandes batailles. Les immenses batailles de la survivance. Même pas de la vie, mais de la survie. Parce que le génocide, le grand génocide culturel, s'abat sur le peuple canadien-français. Le racisme anglais va faire des ravages partout à travers le Canada. Ici, au Québec, c'est déjà très difficile de vivre, même si nous sommes la très vaste majorité. Tout se passe en anglais. La loi est anglaise. Les ordres sont anglais. Les affaires sont anglaises. La vie est anglaise. Et nous devons prendre notre courage à deux mains, simplement pour survivre. On peut imaginer ce que c'est en dehors du Québec, où les minorités françaises se font littéralement massacrer. Chez Bourgault, la phrase était relativement courte. C'est une phrase de coup de poing chez Bourgault. Hein. Donc, c'est une phrase que moi, je qualifierais de propagandiste. Chez Lévesque, c'est tout le contraire. Il y a aussi des gens chez nous, inévitablement, comme dans tous les pays du monde, qui rêvent à des révolutions fantastiques en dehors de toute action normale. Des révolutions, hélas, qu'on prépare trop souvent dans les maquis confortables du salon. Ou encore, des gens qui n'ont pas, tout simplement, pas encore accepté
d'avoir l'énergie et l'humilité en même temps qu'il faut pour harnacher même les plus nobles impatiences à la dure patience de l'action systématique de persuasion vis-à-vis de l'ensemble de nos concitoyens. Ça nous a beaucoup étonnés quand on a fait nos études statistiques sur le style oratoire des premiers ministres québécois. René Lévesque est celui qui a la phrase la plus longue et la plus complexe. Et il se rapproche à cet égard des politiciens français comme Charles de Gaulle et François Mitterrand. Et aussi sûrement qu'une fois débarrassés de notre vieille et effrayante inaptitude à croire en nous-mêmes, nous constaterons très vite que dans tous les domaines, y compris celui de la vie économique, aussi sûrement là qu'ailleurs, qu'un peuple qui mène son affaire et de plus en plus en même temps ses affaires avance infiniment plus vite et mieux qu'une société privée de sa véritable faculté de décision et des principaux instruments de cette décision. Il y a... Cet homme qui, en apparence, n'aurait pas dû être convaincant parce que plus la phrase est longue, moins le récepteur va capter le sens du message. Donc, il n'aurait pas dû avoir cette réputation de grand orateur ou d'homme convaincant. Eh bien non, Lévesque, lui, était considéré aussi comme un bon orateur et quelqu'un qui avait un effet de persuasion. L'évêque avait aussi une capacité de captiver son public par ses mimiques, par sa gestuelle. Si le charisme de René Lévesque était indéniable, d'autres orateurs vont aussi marquer le Québec de cette époque, avec des mots plus guerriers, plus directs. Un homme était incontournable à ce niveau. Il s'appelait Michel Chartrand. Le pouvoir du peuple pour le peuple. C'est ça la démocratie. Mais pas surveiller le pouvoir, exercer le pouvoir. La démocratie, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Mais si le mouvement syndical ne fait pas ça, je ne sais pas ce qu'il fait à moi. Ben, quand on ne croit pas dans la démocratie politique, il faut être conséquent. On croit dans la révolution armée. Il n'y a pas trois façons de prendre le pouvoir. Il y en a deux. Oui. Par les armes ou ben non, par les élections. Oui. Puis quand on est à la tête des mouvements ouvriers puis qu'on se fait fourrer par les vieux partis puis par le capitalisme, on leur dit qu'il faut aller au pouvoir, mes petits frères. Par les armes? Ben, pas par les armes, par l'électoralisme. Mais je ne crois pas dans l'électoralisme. Croire dans l'électoralisme, c'est pas croire dans un vieux parti. Il ne faut pas se mêler. Ah bon. Ben, donc, voyons donc. Si le public est sensible à la force des mots, il l'est aussi à l'image que projette l'orateur. Une carte que va particulièrement exploiter l'ancien premier ministre du Canada, Pierre Elliott Trudeau. On parle alors de Trudeaumanie. Pierre Elliott Trudeau va ajouter à son allure de jeune premier un verbe provocateur qui va plaire au grand public. Maintenant que le Québec devient adulte, maintenant qu'on commence à avoir des muscles, on va se retourner vers le nationalisme pessimiste, celui qui voit l'avenir en noir, celui qui n'a pas peur, celui qui a peur d'affronter l'avenir, celui qui veut lâcher ce Canada-là et dire « Ben, c'est à vous, messieurs les Anglais. Ben, pas nous autres, puis pas vous autres, j'espère. » Aux États-Unis, on a compris depuis longtemps l'importance d'allier discours et images. Une tendance irréversible, selon Alan Lichtman, auteur et spécialiste de l'histoire politique à l'Université américaine de Washington. And then with the advent of radio in the early 20th century, people heard their president, but they didn't see them. It wasn't until the second half of the 20th century and into the 21st century that everybody sees and watches their president when you have audiences in the many tens of millions. And so, and then you also have on top of that, the instant analysis. The media, within seconds after you've made your speech, dissecting it, critiquing it, analyzing it, dumping on it, praising it. You didn't have that until pretty recent times. Les médias peuvent donc rapidement faire ou défaire des images. Ronald Reagan, un ancien acteur d'Hollywood, l'a bien compris. Dans son nouveau rôle de président, il mélangera habilement dans ses discours phrases choc et humour. But one that I did tell him, and I'll repeat to you, is this joke has an American and a Russian arguing about their systems.
And the American said, look, I can go in the Oval Office and pound the president's desk and say, Mr. President, I don't like the way you're running our country. And the Russian said, I can do that. The American said, you can? He says, yes, I can go into the Kremlin, into the General Secretary's office, pound his desk and say, Mr. General Secretary, I don't like the way President Reagan's running his country. And of course, Ronald Reagan was a great speaker, and he was best known for his one-liners. You know, government is not the solution, it's the problem. Set the whole tone for the conservative era that began in 1980. His talking about the Soviet Union as an evil empire changed our outlook on foreign policy. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Si le public est sensible au discours aux valeurs historiques et rassembleurs, il est peut-être aussi au discours plus populiste. Une approche que vont exploiter avec un certain succès des tribuns comme Jean-Marie Le Pen en France. Les Algériens ont voulu être Algériens. Je l'ai dit à leurs jeunes. Vos pères se sont battus pour vous donner une patrie. Alors restez-y, construisez-la, bâtissez-la par votre travail et par vos sacrifices. Et ne venez pas, chez l'ancien colonisateur, chercher une patrie que vous êtes incapable de construire. C'est un redoutable orateur. C'est un redoutable débatteur. C'est quelqu'un qui est capable d'utiliser toutes les figures rhétoriques dont dispose la culture et la civilisation moderne, jusqu'à tel point que l'ironie l'a utilisé d'une manière assez spectaculaire. Les phrases qui touchent et qui sont capables de mordre à un moment donné, il l'a fait. Et il a toujours eu l'intelligence de s'attaquer aux grands, entre guillemets. Vous avez, de façon fort démagogique, emprunté à la gauche, qui n'osait pas le faire, la mesure de la suppression de la double peine. Et j'en suis fier. Et vous en êtes fier de surcroît, ce qui prouve que perseverare diabolicum. Non, je vais m'en expliquer. Persévérer est diabolique. Je vais m'en expliquer. Et je vais vous dire pourquoi. C'est parce que vous avez rendu inexpulsables les délinquants et les criminels qui seront condamnés. En plus, c'est quelqu'un qui possède un vocabulaire extrêmement châtié, qui est capable d'utiliser les subjonctifs avec beaucoup de facilité, et pourtant, ça fascine. Alors, vous me direz, bon, mais ça tient quand même à quoi? Puisque je crois qu'il a touché, à un moment donné, la fibre patriotique française qui avait été un peu laissée de côté. Plus large que son électorat, il le sait, alors il s'invente une nouvelle sensibilité politique. Socialement, je suis de gauche. Économiquement, je suis de droite. Nationalement, je suis de France. Mais en France, Jean-Marie Le Pen est loin d'être seul. Non seulement le paysage français regorge d'orateurs puissants et imposants, mais une nouvelle génération de tribuns est apparue, avec un ton plus moderne. L'homme d'État français, Nicolas Sarkozy, est l'un de ceux-là. Si les Français doutent de la politique, c'est d'abord parce que les responsables politiques eux-mêmes n'y croient plus. Ils n'ont plus ni projet, ni vision, parce que tant d'années d'immobilisme ont fini par les convaincre que rien n'était possible. Eh bien, moi, je crois que tout est possible pour un peuple debout. Et je veux aller plus loin. Je veux être le président de tous ces Français. Et je pèse mes mots, de tous ces Français qui pensent que l'assistanat est dégradant pour la personne humaine. Je veux être le président. Nicolas Sarkozy est aussi un fin stratège, notamment dans les débats. Ne montrez pas du doigt avec cet index pointé, parce que franchement... Non, je ne me calmerai pas. Non, je ne me calmerai pas. Je ne me calmerai pas. Pour être président de la République, il faut être calme. Non.
pas quand il y a des injustices. Il y a des colères qui sont parfaitement saines, parce qu'elles correspondent à la souffrance des gens. Et il y a des colères que j'aurai, même quand je serai présidente de la République, parce que je sais les efforts qu'ont fait les familles, qu'ont fait les écoles, pour accueillir ces enfants qui aujourd'hui ne le sont plus. Et sur ce point-là, je ne laisserai pas l'immoralité du discours politique reprendre le dessus. Je ne sais pas pourquoi Madame Royal, d'habitude calme, a perdu ses nerfs. Nicolas Sarkozy a une très grande qualité, c'est qu'il est capable d'utiliser les arguments de son adversaire contre lui. C'est quelqu'un qui est vraiment capable de pratiquer une forme de judo verbal avec son adversaire, c'est-à-dire que son adversaire va lancer une attaque. On l'a bien vu pendant le débat de l'élection présidentielle, pendant lequel Ségolène Royal l'a attaqué de front. Normalement, Nicolas Sarkozy est quelqu'un qui est très impulsif, très agressif, et là, plutôt que de répondre de manière agressive, ce qui aurait été fatal pour lui en termes d'image pendant ce débat, il a réussi justement à ne pas réagir de manière agressive, mais à réagir comme la victime. Pour Pierre Morsat, un spécialiste en art oratoire, au-delà de ces duels de mots, il y a un danger nouveau qui guette les tribuns d'aujourd'hui. Le recours aveugle à l'utilisation des speechwriters ou rédacteurs de discours pour écrire leur allocution. Moi, je ne suis pas venu vous tenir un discours que vous avez déjà entendu. Un agriculteur est donc un entrepreneur. Mais un entrepreneur qui ne compte pas ses heures, qui porte la responsabilité d'investissements importants, qui doit relever de défis humains, financiers, techniques, administratifs considérables. Voilà, ça c'est ce qui arrive quand les speechwriters ne font pas leur travail. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on a un président de France, donc président de la République, qui va lire un discours qui commence par la phrase « Je ne suis pas venu vous lire un discours que vous avez déjà entendu ». Et ce discours est exactement un copier-coller d'un discours précédent. Ça, je dirais, c'est l'ironie la plus forte en termes de speechwriting. Le copier-coller ne serait pas une pratique nouvelle. D'autres rédacteurs de discours, comme Paul-Marie Couteux, ont admis y avoir eu recours dans le passé. Oui, il se trouve que j'ai écrit en effet pour Jean-Pierre Chevènement, j'en parlais à l'instant, à la fin des années 80, quand il était ministre de la Défense. Et quelques années plus tard, j'ai écrit pour Philippe Séguin, quand il était président de l'Assemblée nationale. Et on commençait à travailler sur ordinateur. Donc je découvrais le copier-coller. J'avais gardé en mémoire les discours que j'avais faits pour Jean-Pierre Chevènement. Et quelquefois, sur des sujets où je les savais très proches, je prenais des textes écrits pour Chevènement et je les mettais dans les discours de Séguin. Donc ils se sont retrouvés, sans le savoir, bien entendu, à dire la même chose. Est-ce à dire que les politiciens n'ont pas toujours le plein contrôle sur le contenu du message? On a une influence réelle sur le contenu du discours. C'est les deux. On répond à une commande. On sait qu'un tel doit faire un discours devant telle assemblée ou telle association ou dans tel pays, tel jour. Il faut préparer le discours, mais je pense que celui qui écrit, de par d'abord l'accaparement de celui qui dit, a beaucoup plus la maîtrise de la parole que l'orateur. Oui, ça c'est sûr. Moi, il m'est arrivé des choses, je ne sais pas si je peux le dire, mais il m'est arrivé des... souvent, il fallait faire très vite à l'ONU, par exemple, à New York. Il m'est arrivé de voir, j'espère qu'il me pardonnera de le dire, Boutros-Ghali lire dans l'ascenseur qui allait du 38e étage de l'immeuble de verre de l'ONU au Conseil de sécurité. Les bureaux étaient au 38e étage, le Conseil de sécurité au rez-de-chaussée. Il découvrait le discours dans l'ascenseur et il allait le dire 5 minutes après. C'était assez scabreux parce que quelquefois je me disais bon Dieu pour que j'ai pas mis de bêtises parce que c'est un fait qu'il était trop tard pour rattraper. Donc je crois que l'influence de celui qui écrit des discours est très grande, peut-être trop du reste. C'est aux États-Unis, à l'époque de John Kennedy, qu'a vraiment pris naissance la profession de rédacteur de discours. Les hommes politiques importants n'ont plus le temps d'écrire. Si, par exemple, dans les années 60, John Kennedy faisait mensuellement une douzaine de sorties publiques, dans les années 90, les présidents doivent en faire en moyenne une trentaine par mois. Et les mots des discours pour convaincre sont souvent les mêmes, comme le montre ce relevé qu'a fait le New York Times de tous les discours d'investiture des présidents. Les mots « nation »,« peuple »,« liberté » reviennent sans cesse.
D'où la nécessité pour les speechwriters d'innover par des textes chocs qui vont retenir l'attention des médias. Leaving the bodies of mothers huddled over their dead children. This is a regime that agreed to international inspections, then kicked out the inspectors. This is a regime that has something to hide from the civilized world. States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil. Cette expression « axe du mal », qui sera utilisée à maintes reprises pour convaincre le public d'entrer en guerre en Irak, on la doit à l'un de ses speechwriters, David Frum, un Canadien d'origine. The Axis of Evil speech, for example, in 2002, that's the part of the speech that everybody remembers is the discussion of nuclear weapons. But there were other parts too. There was a domestic part. I worked on some of those. Nobody remembered those. This section began as the section that people most often remember began as a 3-page memo. Axis of Evil speech, every State of the Union is carefully worked over. But there are many occasions, especially on economic statements, where the speech would be, that meant you had done a good, but that didn't mean that you were powerful. Just understand. That did not mean that, I, the speechwriter, am setting the policy. It meant you had done a good job of anticipating what the principal wanted to say. It's not an act of power, it's an act of successful anticipation. À quoi ressemble la journée de travail d'un speechwriter? President Bush was on a very early schedule. So a day would go like this. You would arrive at work typically around 7 o'clock or a little earlier. He might have looked at your speech the night before, but most probably, if you'd done it the night before, he would read it between 7:30 and 8:30. So you had to be at your desk, ready, and if he had any questions or comments, he would either telephone or more likely invite you into the Oval Office. You would do your writing then typically between 9 and about noon. And then at 4 o'clock, all of the work you had sent out, often over the past couple of days, would all come flooding back with everybody's comments. And then from 4 o'clock to 7 o'clock, it would be extremely intense as you got things ready to go into the president's mailbag before he departed to go back to the residence. It's a little bit like the timetable of a newspaper. You also have to agree that all those differences you just clapped for all too often spark hatred and division, even here at home. Just in the last couple of years, we've seen a man dragged to death in Texas just because he was black. We saw a young man murdered in Wyoming just because he was gay. Last year, we saw the shootings of African Americans, Asian Americans, and Jewish children just because of who they were. This is not the American way, and we must draw the line. Comment peut-on définir ce qu'est un bon speechwriter? H.R. Hulbert est une autre plume de l'ombre. Elle a travaillé à la rédaction de plusieurs discours pour le président Bill Clinton. 3 things. You need a good policy sense, so you have to know the issue and know who the right people to trust and talk to or about sort of where's our position on the issue. And you have to, not so much that you, as a speechwriter, you have to be an expert on everything, but you have to know what you don't know. That's the great skill. Then second, you need a political sense. So I tell the story of clearing a speech for someone at the State Department once, and they brought in a draft that said, the US and Africa have a centuries-old economic relationship. And I called down to the guy and I said, that's a problem, you need to change that. And he said, oh, why? And I said, well, it made me think of the slave trade, and that's horribly inappropriate. So take it out right away. And he hadn't had that kind of sense of what would get him in trouble. And so you need that. I think of it as the speechwriter's version of the Hippocratic Oath. First, do no harm. And then the last thing you need is a real kind of emotive, kind of emotional sense or connection to the person so that you can say to yourself, well, not just what would Heather say about this, but what is Bill Clinton sitting and thinking about this issue right now? And to do that, you read everything they write, you go to their speeches, and you watch how they answer questions and how they talk off the cuff and what kind of person they are. And it's a particular kind of emotional intelligence to be good at that. And some people are very good writers, but that piece of it they never pick up.
Si Barack Obama possède une solide plume, il n'échappe pas non plus à cette tendance. Il s'est doté non seulement d'une équipe nombreuse de rédacteurs, mais il leur donne plus de responsabilités. Les plumes sortent de l'ombre, comme on le voit ici avec le jeune Jon Favreau sur le site Internet de la Maison-Blanche. Hey everyone, this is Jon Favreau, Director of Speech Writing. I'm just reading some of the early articles about the President's speech on Asia that he just finished giving. Hey everyone, it's Jon Favreau again. We are at Osan Air Force Base in South Korea. This is our last stop. We're about to head home, and we are all ready to do it. We just saw the President give a rousing speech to the men and women who serve here at Osan Air Force Base. Au Québec, toutefois, l'auréole entourant le rédacteur de discours est loin d'être comparable. La tradition est plus récente. Le journaliste et essayiste Jean-François Lisée est peut-être celui qui a marqué le plus cette profession jusqu'à maintenant. J'avais été journaliste longtemps avant. J'avais écrit sur le fonctionnement d'un cabinet de premier ministre. J'avais écrit sur les conseillers. Mais ce dont on ne se rend jamais compte avant d'y être plongé, c'est la rareté du temps au sommet du pouvoir. Et donc, il y a plusieurs types de rédacteurs. Il y a les rédacteurs qui ne sont pas engagés dans la discussion, et ça, je les plains parce qu'ils n'arrivent pas à capter correctement là où on en est rendu dans la pensée, l'évolution de la pensée du premier ministre, dans mon cas. Moi, j'avais l'énorme avantage d'être à la fois conseiller sur plusieurs dossiers importants et rédacteur des discours charnières. Ce qui fait que je savais où on en était. Je savais les hésitations du premier ministre, je savais ses audaces, je savais l'état des débats. Ça ne sera plus les Américains, les responsables, ou les Anglais, ou le fédéral. On va cesser de blâmer les autres. On va devenir, chacun d'entre nous, responsable de ce qu'on fait et de ce qu'on ne fait pas. Avec M. Parizeau, c'était surtout une relecture avec lui. Et il était satisfait. Il était même, lorsque j'ai fait ses premiers discours, il était content de trouver quelqu'un qui trouvait-il, avait une audace dans le choix des mots. Donc, avec ces images des gens au Métropolis, une majorité de Québécois, pour la deuxième fois en 15 ans, rejette l'idée que le Québec devienne un pays souverain. Lors de cette soirée, ce ne sera pas le rédacteur de discours qui aura le dernier mot. Alors, lorsqu'on a eu les résultats, on a eu une discussion entre nous. M. Parizeau était de fort mauvaise humeur. Et là, le temps passait, il était tard. Et moi, j'avais mon ordinateur et je dis, bon, ben, je vais vous écrire des points. Donc, à partir de ce que j'avais préparé, et j'ai écrit un discours très... c'est extraordinaire ce qui s'est passé aujourd'hui. On était à portée de main du pays, donc c'était très positif ce que j'avais fait. Et donc, je lui ai remis, il l'a lu avant d'entrer en scène et a décidé de ne pas l'utiliser. C'est vrai qu'on a été battu, au fond, par quoi? Par l'argent et des votes ethniques, essentiellement. C'est sûr qu'on n'aurait pas eu la même situation politique le lendemain s'il avait lu mon discours. Mais, à part la frustration du souverainiste face à son discours, moi, je reconnais que la personne qui parle, la personne qui a été élue, la personne qui subit les conséquences de ses gestes et de ses discours, qu'il les écrive lui-même ou qu'il les lise de quelqu'un d'autre, c'est le premier ministre. Donc, je ne peux pas jamais lui reprocher d'avoir utilisé ses propres mots. Je peux, et je l'ai fait, lui reprocher d'avoir utilisé ces mots-là, bien sûr. Quand on aura rétabli les finances du Québec sur des bases solides, on pourra faire tout ce qu'on voudra collectivement, on pourra faire ce que nous aurons décidé démocratiquement. Si on décide que c'est la souveraineté, ce sera la souveraineté. On va la réussir. Lucien Bouchard, au début, alors que c'est un orateur avec une très grande réputation, lorsqu'il parlait ad lib, avait un très bon contrôle de ses effets. Lorsqu'il lisait un texte, parfois, il ne lui donnait pas assez de vie. Alors, avec lui, systématiquement, je lui disais, bon, ben là, vous faites une pause. J'écrivais pause. Je mettais un point d'exclamation pour montrer que ça montait, puis je coupais ses phrases pour bon. Et il arrivait aussi, c'est très important, de parler lentement. Parce que lorsqu'on parle lentement, il y a des variations pendant le discours, si on parle trop vite, on est en train de dire, ce discours n'est pas intéressant et trop long, et plus vite ce sera fini, mieux ce sera. Ça, c'est le trou dans la poche de la grande famille québécoise d'aujourd'hui. Le trou, c'est le service de la dette.
C'est l'argent qui nous échappe chaque année, en pure perte. Et chaque année qui passe, avec un déficit supplémentaire, contribue à agrandir le trou. Chaque année, un point de couture de moins. Et le trou n'a pas fini de s'agrandir. Mais existe-t-il une recette pour un discours idéal, pour que la force des mots rejoigne efficacement le public? Si vous montrez une trop grande distance avec votre public, et si vous utilisez, par exemple, un vocabulaire qui est trop spécialisé ou trop riche, si vous utilisez des mots qui ne font pas partie du vocabulaire commun, vous savez qu'il y a un écart entre 500 et 5000 mots entre les individus. Chaque individu a on pourrait appeler ça sa carte d'identité lexicale. On n'a pas le même vocabulaire. Il y a des individus qui ont 5000 mots et il y en a d'autres qui en ont à peine 200. On peut vivre avec 200 mots. C'est pas compliqué, ça marche. Mais quelqu'un qui utilise un vocabulaire trop riche va montrer qu'il n'appartient pas au même groupe social, qu'il est d'une autre catégorie sociale. Et à ce moment-là, c'est plus difficile de vous faire accepter vos idées. Mais qu'est-ce qui fait réagir le public à un discours? À l'Université Laval de Québec, cette question est étudiée régulièrement dans des ateliers de perception. Cette journée-là, on voulait savoir si les discours enflammés d'autrefois pouvaient encore rejoindre un jeune public. Avec le premier extrait. On a institutionnalisé notre statut de minoritaire. Et tout de suite après, commencent les grandes batailles. Les immenses batailles de la survivance. Même pas de la vie, mais de la survie. Parce que le génocide, le grand génocide culturel, s'abat sur le peuple canadien-français. Le racisme anglais va faire des ravages partout à travers le Canada. Ici au Québec, c'est déjà très difficile de vivre. Même si nous sommes la très vaste majorité, tout se passe en anglais. La loi est anglaise, les ordres sont anglais, les affaires sont anglaises, la vie est anglaise. Et nous devons... Qu'est-ce que vous pensez du style d'Adolf Hitler et de Pierre Bourgault, ce style très agressif avec beaucoup de gestuels? Est-ce que vous trouvez que c'est agaçant ou au contraire, est-ce que vous trouvez que c'est stimulant et que ça ajoute de la crédibilité au discours? On dirait que c'est une tendance, beaucoup pendant les révolutions. Si on en regarde avec M. Bourgault puis Adolf Hitler, lors des révolutions, on est beaucoup plus agressif pour exprimer un point, pour amener le peuple à nous soutenir. Puis si on regarde un peu plus aujourd'hui, c'est beaucoup moins, peut-être une question de mode. C'est un peu moins la mode parce que on n'est plus dans un contexte de révolution, on n'est plus dans un contexte où on a besoin oui, on a besoin de rassembler pour certains points, mais plus pour créer un mouvement de masse. Il essaie de convaincre par l'agressivité, alors que présentement, on essaie vraiment d'avoir un pouvoir de conviction sans user de l'agressivité. Puis c'est ce que j'ai remarqué ici, même si on ne comprenait pas, dans les gestes, dans le ton de voix, dans ses cris, M. Hitler, on voyait très bien que c'était vraiment de l'agressivité, puis il essayait de convaincre les gens, mais est-ce qu'il y avait vraiment un autre pouvoir que ça? C'est ça qu'on ne sait pas. En France, l'agressivité ou l'intensité dans les discours n'est pas un défaut. On aime que les mots soient imagés, percutants. Et ça, les orateurs, les rédacteurs de discours l'ont bien compris. Il faut frapper, c'est tout. Il faut faire la comédie. Il faut émouvoir, il faut toucher le cœur. En réalité, il faut toucher le cœur plus que la tête. Un peu la tête de temps en temps et beaucoup le cœur. Et ça, c'est la percussion d'un mot qui le fait. Que retient un public? Il retient, bien entendu, les bons mots, les mots violents. On peut présélectionner les mots que retiendra la presse. Il faut toujours glisser dans un discours 3 ou 4 phrases avec des mots un peu violents, assez saillants pour que la presse les retienne. On sait à peu près, quand on prépare un discours, ce qui sera laissé de côté par la presse ou par les médias et ce qu'ils reprendront, la petite phrase méchante. Au-delà des mots, quelle est l'importance de la gestuelle dans un discours? C'est la gestuelle. Et la gestuelle, elle est typiquement culturelle.
Quand on voit dans les reportages des actualités anciennes Mussolini, la manière de gesticuler de Mussolini, c'est une manière très comique pour nous, mais pas pour les Italiens. Ayer estuvo el diablo aquí. En este mismo lugar huele a azufre todavía. Señoras, señores, desde esta misma tribuna, el señor presidente de los Estados Unidos, a quien yo llamo el diablo. C'est le cas aussi en Amérique latine, où la gestuelle et le ton de l'orateur ont leur propre dynamique. Le coloré et controversé président vénézuélien Hugo Chavez en est un exemple parfait. Quand il arrive, il fait son discours qui est un message hostile aux États-Unis, mais ouvertement. Butch apparaît comme les personnages qui incarnent le mal. Et à ce moment-là, il fait un acte de purification. Hugo Chavez va encore plus loin dans son souci de communiquer sa pensée au grand public. Il innove en mettant sur pied un rendez-vous télévisé hebdomadaire. Allo Presidente. Había una mujer muy vieja. Sí, la oigo. ¿Quién habla? Soy Dolores Morales. Dolores Morales, qué nombre tan bonito tienes tú, ¿de dónde llamas? Gracias, presidente. Mire... Chaque dimanche, dans cette émission enregistrée dans différents quartiers et régions du pays, Hugo Chavez écoute et discute en direct avec ses électeurs. Une opération séduisante qu'il maîtrise parfaitement. Entonces hay que andar alerta, Dolores, como yo sé que tú andas. Y por eso es que yo llamo a olvidarnos de las diferencias internas. Por el amor de Dios, y pongamos por delante a la patria. Chavez, il s'adresse avec beaucoup de familiarité à tout le monde. Il est extrêmement attentif à la réaction de la masse. Et je crois qu'intuitivement, surtout les caudillos, les grands chefs politiques latino-américains ont cette sensibilité de capter les sentiments, les émotions qui agitent la masse à un moment donné. I don't know how passing health care will play politically, but I do know that it's the right thing to do. Captiver la masse, c'est aussi le tour de force que semble avoir réussi le président Barack Obama, non seulement aux États-Unis, mais au niveau mondial. Serions-nous en présence de l'orateur idéal? I ask you to help us get us over the finish line these next 2 weeks. The need is great. The opportunity's here. Let's seize reform. It's within our grasp. Thank you very much, everybody. God bless. Obama is a master of what is often called in rhetoric the rule of three. What you're doing is you're presenting the audience with 3 alternatives, one after the other. Are we going to do something today? Are we going to do something next week? My friends, we're going to do it now. 1, 2, 3. Now, Obama is a master of structuring his message in that sort of way. Yes, we can. It was whispered by slaves and abolitionists as they blazed the trail toward freedom. Yes, we can. Yes, we can. It was sung. It was sung by immigrants as they struck out the shores, pioneers who pushed westward against an unforgiving wilderness. Yes, we can. Mais c'est sûr qu'Obama a fait ce que personne d'autre n'a fait avant lui, grâce à son speechwriter Favreau, de réussir à faire un discours dont le fond et la cadence étaient tellement en adéquation parfaite qu'un rappeur en a fait un clip vidéo. Je dis ça, en tant qu'ancien rédacteur de discours, quand j'ai vu ça, j'ai dit ça, c'est l'apothéose pour le décideur, l'orateur et le rédacteur de discours, de voir que la qualité était telle qu'un artiste a mis de la musique là-dessus et dit, regardez, c'est le message. Dans toute cette réflexion sur le pouvoir des mots, on peut se demander ce qui pousse les gens à devenir tribuns, à vouloir à tout prix séduire le public. It's a great feeling. It's a wonderful feeling to realize that an audience appreciates what you're saying. There is no better feeling, I think, to be able to put a point across and know that the point you've made
has been appreciated and is being responded to enthusiastically. You can see Obama delighted with the response. You can see Hitler delighted with the response. You can see Castro delighted with the response. There is a kind of self-fulfillment, a feeling of achievement that comes from knowing that the audience is under your control. Contrôler les masses, l'opinion. Serait-ce un début inavoué du pouvoir des mots? Et la vérité dans tout cela, où se trouve-t-elle? Les mots en sont-ils les défendeurs ou les geôliers? Il y a les mots qui mentent. Pendant la guerre d'Irak, quand on parlait de dommages collatéraux, on avait l'impression que c'était annexe, secondaire, mais il y avait quelques dizaines, voire quelques centaines de civils qui étaient restés sur le tapis. Quand on a parlé d'armes de destruction massive, je ne sais pas qui a inventé ce vocable, c'était certainement une plume secrète et cachée, connaît-on son nom, je n'en sais rien, mais ces trois mots pouvaient bouleverser l'opinion publique. Stigmatiser un dictateur qui était sur le point de disposer d'armes de destruction massive, c'était une terreur. Et évidemment, ces mots qui, à mon avis, étaient mensongers, d'ailleurs la suite a montré qu'ils étaient mensongers, ont joué un rôle historique. Si un mot peut en cacher un autre, un discours peut-il en cacher des milliers? Que penser du pouvoir des mots, finalement? Peut-être une partie de la réponse se trouve ici, dans ce 19e arrondissement de Paris.